jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Il n'existe pas de mauvaise lumière. Certains aiment les tons monochromes et les lumières contrastées, alors que d'autres veulent une image pleine de couleurs et une peau éclairée uniformément comme une poupée de cire. Certains préfèrent un plan très symétrique et un éclairage à la Rembrandt, alors que d'autres aiment jouer avec des couleurs complémentaires et des décors très personnels. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez reproduire le style de ces différents médias facilement. On va regarder tout ce qui est matériel, lumière, cadrage, et d'un autre côté, on va faire un peu d'analyse et essayer de comprendre pourquoi ces différents médias ont fait ce type de choix esthétique. Les cadrages chez Netflix, ils sont très définis. La première caractéristique de ces cadrages, c'est qu'ils ont un goût appuyé pour la symétrie. La deuxième chose qu'ils font, c'est qu'ils ont une passion, mais alors quand je vous dis une passion, ce n'est pas exagéré, pour toutes les lignes directrices. Si je m'assois là, vous verrez qu'il y a plein de lignes qui convergent vers moi. On a d'abord la ligne du bureau ici, on a la ligne de l'écran derrière moi, on a la ligne entre les deux murs, et ça c'est très caractéristique du style Netflix. Et enfin, ils aiment bien montrer les bureaux, ils aiment bien montrer les espaces, ils aiment bien avoir un peu tout ce contexte qui est apporté par des images et des plans assez larges. En termes d'ambiance lumineuse, ils aiment les ambiances dites low light. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette lampe-là et on va la braquer sur le sujet. Et le but, ça va être de la diriger la plus possible sur le sujet et la moins possible sur le fond. Au niveau du visage, ils aiment plutôt les contrastes forts. Donc, on va l'abaisser sur la personne et on va voir un peu ce que ça donne. On a des ombres là qui sont pleinement noires et au contraire, des highlights assez brunes. On peut voir aussi que même s'il y a un peu de lumière qui déborde là, de manière générale, c'est assez raisonnable. Le décor n'a pas été trop illuminé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre une lumière pour déboucher très légèrement les ombres, parce que le but, c'est quand même de garder ce contraste-là, mais là, c'est presque trop, quoi. Là, c'est noir, noir. Donc, on va aller chercher une petite lampe et la caler là. Voilà ce que ça donne sans la petite lumière, et voilà ce que ça donne avec la lumière. Maintenant que notre sujet est éclairé, on va pouvoir s'attaquer au fond. Et là, il y a deux choses qu'ils apprécient particulièrement chez Netflix. La première, c'est mettre une source de lumière un peu forte juste derrière notre sujet, parce que ça va permettre de le détourer en quelque sorte par rapport au fond. J'ai préparé une lampe qui est juste en dessous, qui va nous permettre d'éclairer le fond. Et la deuxième chose qu'ils apprécient particulièrement, c'est des petites touches de lumière et de couleur par-ci par-là. On a laissé l'ordi, mais vous voyez qu'on a gardé un setup assez sombre pour que ça ressorte un peu, mais pas trop. On peut en rajouter une deuxième, qui est cette petite reproduction de la lune que j'aime bien. Voilà, on va même la mettre en... Elle est pas belle la vie. On peut également utiliser cette petite lampe qu'on va mettre pour souligner certains endroits. Pour l'installer, j'aurai plusieurs choix. À mon avis, le plus évident, c'est de la planquer là, près du clavier. On pourrait la mettre également au fond ici, mais je risque d'être un peu devant quand je vais m'installer. Et en plus, vous voyez que la lumière au fond, elle tape un peu. Dernière possibilité, on pourrait donner un peu de lumière de ce côté-là. Mais à titre personnel, je pense que le meilleur choix, c'est ici. Donc là, autant j'aime bien ma petite lune et j'aime bien le clavier qui prend un peu la lumière, autant je trouve que la lumière du fond, elle est trop blanche, elle est trop dure, c'est pas très agréable. Donc, on va modifier un peu ça et lui mettre des petites teintes de jaune. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement mettre l'ordi dans une autre couleur que le bleu, parce que là, il a tendance à péter un peu, mais c'est aussi un type de contraste qu'on peut apprécier. Une fois que cette première caméra est installée, on va pouvoir installer une deuxième caméra. Et de ce que j'ai vu des documentaires Netflix, ils ont tendance à systématiquement mettre une deuxième caméra qui est en plan assez serré, du côté qui est à l'ombre du visage. Les lumières à fort contraste font partie de l'histoire du cinéma. Et il y a particulièrement deux catégories de films qui les ont utilisées à outrance. La première, c'est le film noir. Le film noir, surtout dans les scènes de nuit, ils adoraient ces contrastes très secs qui masquaient les visages et créaient un aspect mystérieux. Ça créait des ombres et ça créait de la peur. Et de l'autre, il y avait l'expressionnisme allemand des années 20-30 qui utilisait ce genre de haut contraste au niveau des décors pour les rendre à la fois fascinants et très géométriques. Et donc c'est pas étonnant que Netflix ait choisi ce type de lumière et cette ambiance un peu low light pour la plupart de ses documentaires, parce qu'il crée spontanément une sensation dramatique forte. La première chose à faire si vous voulez reproduire le style Combini, c'est d'avoir une surface d'une couleur un peu pop. Ça peut être un fond que vous rajoutez, fond vert, fond rose, fond ce que vous voulez, ou si vous avez un mur, c'est encore mieux.
L'idéal, c'est que la surface soit le plus unie possible et il faut aussi qu'elle soit la plus grande possible parce que plus la surface va être grande, plus vous allez pouvoir vous décoller du fond et plus vous aurez d'espace pour éclairer votre fond sans éclairer votre personnage et inversement. Dans mon cas, je suis un peu coincé parce que mon mur est pas si grand et il y a ce meuble là dans lequel j'ai 300 milliards de trucs qui est très compliqué à bouger. Donc on va essayer de se débrouiller avec cette petite surface, ça va pas être idéal mais ça suffira pour l'exemple. La première chose qu'on va faire, c'est illuminer ce fond-là de manière la plus homogène possible. Et c'est pour ça qu'on a ces deux lampes de chaque côté. Donc on va les allumer et je vais vous montrer. Donc là, vous pouvez voir que j'ai une belle surface unie. On va ajuster les volets de ces deux lampes, donc ces trucs-là, ça s'appelle des volets, pour éviter qu'elles n'éclairent mon sujet qui sera ici. Donc pour ça, on était là, vous pouvez voir que là, il y a de la lumière. On va couper ici. Et à l'inverse, ici, on va ouvrir de manière à éclairer jusque dans l'angle ici. Même opération de ce côté-là. Maintenant qu'on a éclairé notre fond, il va falloir éclairer notre sujet. Et là, Combini, en termes visuels, ils aiment les profils qu'on appelle flat. C'est-à-dire qu'on a une même quantité de lumière à gauche et à droite du visage et qu'on a une lumière très douce qui va effacer les impuretés de la peau. Entre parenthèses, c'est une lumière qui est très utilisée dans la mode parce que justement, elle efface les défauts, elle sublime les visages. En temps normal, je me serais pas embêté. J'aurais pris cette lumière, j'en aurais mis une de chaque côté, j'aurais braqué sur moi et c'était terminé. Le seul problème, c'est que des lumières comme ça, j'en ai 3 et pas 4. Du coup, il va falloir bidouiller un peu. Donc j'ai choisi cette première lumière avec une petite diffusion et vous voyez que j'ai mis mon nid d'abeille. L'intérêt du nid d'abeille, c'est qu'il va éviter que j'éclaire trop mon fond. Donc par exemple, je peux vous montrer ce que ça donne sans nid d'abeille avec. Donc là, j'ai mis ma première lumière qui est à peu près à 30 degrés par rapport à mon profil. Il va falloir que je fasse la même chose de l'autre côté en rajoutant une autre lumière pour équilibrer le côté gauche et droite. Pour ça, j'ai mis une lampe Fresnel avec 2 fils de diffusion, histoire de répartir un peu les lumières et d'avoir un truc un peu plus agréable. Bien sûr, on pourrait affiner, et chez Combini, ils ont tendance à un peu surexposer parce qu'ils aiment bien le côté pop, mais là, je vous avoue que c'est un peu fort et que j'ai mal aux yeux. D'ailleurs, ça me permet de vous parler d'une notion qui est extrêmement importante lorsqu'il s'agit de filmer des visages, c'est l'idée de ratio de contraste. C'est la manière d'exprimer la différence de luminosité qu'il y a entre la partie éclairée et la partie pas éclairée du visage. Cette différence, elle peut s'exprimer de plusieurs manières. La première, c'est un simple ratio. Donc vous allez avoir 1, 2.4 ou etc. C'est techniquement correct, sauf que dans le commun, c'est assez peu utilisé. Et la deuxième méthodologie qui est la plus utilisée, c'est la notion de stop. Alors, je vais devoir ouvrir une deuxième parenthèse. Qu'est-ce que c'est les stops? Les stops, c'est des paliers de luminosité. Donc, par exemple, si vous passez de 400 à 800 ISO, vous augmentez votre luminosité d'un stop. À l'inverse, si vous passez de 800 ISO à 400 ISO, vous baissez votre luminosité d'un stop. Et donc, un stop, c'est considéré comme doublé ou au contraire divisé par 2 la luminosité. C'est valable aussi bien avec les ISO, comme je l'ai donné en exemple, qu'avec l'ouverture focale ou la vitesse d'obturation, d'accord? Si vous passez de 1/50e à 1/100e, vous baissez votre luminosité d'un stop. Pour en revenir au ratio de contraste, quand on va dire que votre ratio il est d'un stop, ça veut dire que la partie la plus éclairée de votre visage, elle est éclairée un stop de plus que la partie la moins éclairée de votre visage. Vous allez me dire, pourquoi je vous parle de ces histoires de ratio? En quoi c'est important? Vous ne pouvez pas faire d'image de visage sans vous poser la question de quel niveau de contraste je veux, de quel ratio de contraste je veux. Chaque ratio est connecté à une identité, connecté à un type de film. Donc par exemple, des ratios très importants avec des différences de 3, 4, 5 stops étaient généralement utilisés dans les films noirs ou dans les ambiances de nuit. A l'inverse, des ratios d'un demi-stop ou d'un stop étaient utilisés pour glamouriser les actrices dans le Hollywood classique. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, ça va être de pousser la saturation des bleus pour faire exploser le fond, de pousser un peu la saturation aussi au niveau du visage pour rendre ça un peu plus joyeux et un peu plus festif, et on a terminé. Pourquoi Combini a choisi ce type d'esthétique? La première raison, elle est marketing. C'est assez compliqué de se distinguer au milieu de la masse dans les réseaux sociaux et d'être repéré au milieu du flux continu de vidéos qu'il y a sur Facebook ou YouTube. Mais lorsque vous choisissez un fond coloré, c'est tout de suite remarquable, c'est tout de suite identifiable et on peut savoir sans aucun doute que ça, c'est une vidéo Combini. La deuxième raison de ce choix, c'est le côté industriel. En effet, dès le début, Combini se voulait comme une entreprise un peu internationale et faire du contenu un peu partout sur la planète. Le problème de ça, c'est que selon les freelances, selon les prestataires, selon les agences avec lesquelles vous travaillez, vous allez avoir des résultats très différents et une qualité qui va être pas très constante. Leur but, c'était d'avoir un produit industriel et reconnaissable et identifiable. Et là, du coup, tout ce qu'ils ont à faire, c'est dire il faut un fond coloré et il faut une lumière flat.
Et en gros, n'importe quel freelance ou n'importe quel vidéaste moyen à amateur, s'il a le matériel qu'il faut, peut reproduire ce type de lumière et ce type de look. Et la troisième raison, elle est culturelle. Combini, c'est assez évident vu le nom de la compagnie, ils sont très inspirés et très attirés par le Japon moderne. Et dans le Japon moderne, il y a cette esthétique des couleurs un peu criardes, un peu pop, un peu colorées, qu'ils aimaient beaucoup. Il y a également en Asie du Sud-Ouest un goût pour les ratios de contraste faibles, c'est-à-dire avoir une lumière un peu flat, un peu uniforme. Et Combini a repris ça à son compte dans l'intégralité de ses vidéos. J'ai remarqué qu'ils aimaient beaucoup utiliser l'éclairage à la Rembrandt. Vous savez, c'est l'éclairage où on a un petit triangle de lumière ici et une petite pointe de couleur dans l'œil. C'est exactement ce qu'on va faire. Je fais bouger la lumière là et on va voir ce que ça donne. Donc pour un éclairage à la Rembrandt, il faut mettre la lumière à peu près à 45 degrés par rapport à la direction dans laquelle je regarde. Et il faut monter un peu en hauteur jusqu'à avoir ce fameux petit triangle. Alors pourquoi l'éclairage à la Rembrandt il est aussi utilisé? D'abord parce qu'il découpe le visage d'une manière harmonieuse. En ayant cette face ombragée et cette face illuminée, on donne du volume au visage. La deuxième raison, c'est que autant là, vous voyez, je suis vraiment tourné vers la caméra. Je regarde la caméra, mon visage est entièrement tourné et concentré vers vous. Mais dans une interview, le regard il circule à gauche, à droite, et c'est encore plus vrai quand on a deux invités parce qu'on va passer du temps à parler à l'invité et à parler à la caméra. Et dans ces cas-là, il faut s'assurer que la lumière, elle marche dans toutes ces situations-là. Et c'est là l'avantage du roman, c'est que si je tourne là, vous voyez quand même bien. Si je tourne là, je suis bien éclairé aussi, et donc j'ai un espace de couverture à 90 degrés où je suis bien éclairé. Alors que si j'avais un éclairage de profil comme maintenant, dès que je tourne la tête là, on voit. Une autre chose que j'aime, c'est avoir une ambiance très lumineuse, ce qu'on appelle aussi une ambiance highlight. Et là, on n'est pas dedans, c'est-à-dire que autant mon visage, il est plutôt illuminé, il ressort plutôt bien, autant le fond derrière, il est un peu sombre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter du fait que je sois loin du décor à l'arrière pour faire un éclairage individualisé sur le décor. Pour ça, on va utiliser une lampe qui est assez directive, qui est un Fresnel. Si on lui met ces deux petites diffusions, tout de suite, ça fait un éclairage beaucoup plus doux et beaucoup plus réparti. Voilà ce que ça donne avant et voilà ce que ça donne après. Alors pourquoi ce choix de lumière très académique et très standard? La première raison, elle est historique. La chaîne a été créée en 1991, entre la chute du mur de Berlin en 1989, la chute de l'URSS en 91 et le traité de Maastricht qui est le début de l'Union européenne en 93. Arte est vraiment fondé dans cette volonté de réunification de l'Europe. Sauf que faire des compromis entre deux nations avec une histoire aussi différente, deux esthétiques aussi différents, c'est très compliqué. Du coup, il fallait créer une sorte de compromis visuel entre les deux. Ils ont choisi quelque chose qui était assez standard et assez reconnu et assez plat finalement, qui était l'éclairage à la Rembrandt avec peu de contraste pour éviter en gros les problèmes politiques et avoir une espèce de facilité de passer d'une administration à l'autre tout en gardant sa patte graphique. YouTube, c'est tout le contraire de Arte. Ce qu'on veut, c'est de la personnalité. Ce qu'on veut, c'est montrer notre intérieur. Donc généralement, quand vous regardez les vidéos de YouTubeurs, vous êtes soit dans leur salon ou dans leur chambre, et donc je voulais un peu cet esprit-là où on est chez quelqu'un. Ensuite, il y a toujours cette volonté dans le décor de mettre un peu ses passions. Donc là, typiquement, j'ai mis les livres, j'ai mis les tableaux, mais on pourrait enlever ces boîtes qui sont finalement assez impersonnelles et mettre à la place des éléments de décor un peu plus personnalisés. Donc ça pourrait être par exemple des objectifs pour montrer un peu mon goût pour les caméras. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un goût pour tout ce qui était un peu éléments aléatoires. Et donc là, vous voyez, après que j'ai tout installé, on a quelque chose d'un peu plus personnel. Vous pouvez voir aussi que j'ai créé naturellement une espèce de diagonale ici avec les objectifs qui va vers moi. Donc en plus, on peut créer un peu des lignes directrices avec les éléments de décor. Sur YouTube, c'était assez compliqué de dégager une tendance niveau lumière. La seule récurrence que j'ai vue, c'était qu'il y avait un goût certain pour l'utilisation de la lumière bichromatique. Et c'était généralement un mélange de couleurs complémentaires, donc soit jaune et mauve, soit rouge et bleu. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. On va commencer par fermer les rideaux et puis on va installer tout ça. Donc là, on va utiliser ce projecteur comme lumière principale. On va partir sur du jaune mauve. Je vais le mettre avec une température de couleur assez chaude et on va le baisser un peu parce qu'on n'a pas besoin d'autant et qu'on va pas se bousiller les yeux pour rien. Et maintenant, on va rajouter une couleur secondaire, donc cette fameuse pointe de mauve. Pour ça, je vais utiliser l'un de ces petits filtres et on va le mettre sur la lampe Fresnel que j'ai juste là. Donc, je vous la montre. Là. Donc l'avantage de la lampe Fresnel, c'est qu'elle va être très directive, mais c'est aussi des lampes assez puissantes parce qu'elles concentrent tous les rayons. Donc il y a très peu de pertes et ça va faire un effet spot un peu trop fort. Donc là, je vais lui rajouter une toute petite couche de diffusion, histoire de lisser un peu tout ça.
Ce Fresnel, on va le mettre quasiment de profil par rapport là où je vais être installé. Donc il va envoyer sa lumière comme ça, jusqu'au bout de décor ici. L'avantage de ça, c'est que cette zone-là, elle ne sera pas sur cette caméra ici. Elle ne sera pas à l'écran, elle apparaîtra pas. Et donc le seul endroit où il y aura cette petite touche de mauve délicate, ça va être sur mon visage et nulle part ailleurs. Il va falloir ajuster un peu les niveaux, parce que là, effectivement, vous voyez que je suis complètement surexposé ici. D'après le retour écran que j'ai, ça n'a pas l'air trop mal. Je voulais vous montrer un autre type d'éclairage bicolore qui est assez classique, c'est le rouge-bleu. Donc c'est celui qui va être utilisé un peu dans les chaînes YouTube qui parlent de meurtre, de mystère, de hacking, des choses comme ça. Et tout de suite, quand on a mis le filtre rouge, vous avez vu qu'on a baissé la luminosité, on est passé sur une humeur un peu low light, un peu parfum de nuit en quelque sorte. Comme on avait cette ambiance low light, on s'est dit que ça serait sympa de rajouter des petites touches de couleur. Donc là, vous pouvez voir que ici, j'ai ma petite reproduction de la lune et on peut rajouter en plus cette petite lampe et donc vous voyez que ça nous fait un petit puits de lumière de ce côté-là qui est assez sympa. Donc ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a une zone de contraste assez agréable. D'abord, on a cette zone qui est assez éclairée, suivie d'une zone un peu plus sombre, suivie d'une zone éclairée qui est la partie droite de mon visage, zone éclairée mais d'une autre couleur, partie gauche de mon visage, et après on a toute cette zone sombre. Et c'est pour ça que ce serait intéressant potentiellement de mettre un petit truc un peu lumineux ici, parce que ça nous créerait encore une petite zone claire et un peu plus de détails et de complexité dans l'image. Si vous aimez pas trop les couleurs complémentaires et que vous trouvez que le choc entre les deux est un peu trop violent, c'est aussi possible de prendre deux teintes relativement proches. Donc là par exemple, j'ai du rouge mélangé avec un jaune légèrement orangé. Alors pourquoi les youtubeurs ils aiment ce type de plan? La première raison, c'est que YouTube c'est un milieu très concurrentiel. Du coup, utiliser des couleurs pop, utiliser des contrastes forts, ça va attirer l'attention et augmenter le taux de clic. La deuxième raison, c'est que la plupart des vidéos YouTube, c'est un long plan fixe entrecoupé d'images de coupe. Et pour rendre ça un peu plus intéressant, faut que le plan fixe il contienne des choses à regarder, des couleurs, bref, qui réveillent un peu l'attention. Et enfin, le fait d'ajouter des petits éléments random ou d'avoir des petits oreillers qui tirent un peu la gueule, ça va donner un sentiment de proximité, parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir affaire à une image super travaillée où il y a eu toute une équipe de com. Non, on est en train de suivre quelqu'un qui est en train de faire des petites vidéos chez soi, et c'est ça qu'on aime. Jusqu'à maintenant, dans cette vidéo, on n'a vu vraiment qu'un seul type de cadrage, qui est regard caméra, centré dans l'image, avec les yeux au niveau de la ligne des tiers supérieurs. Mais c'est vraiment qu'un seul des cadrages qui est utilisable en interview. Il y a le regard hors caméra, il y a les plans serrés, il y a les plans moyens, etc. Tous ces plans, ils sont super, ils créent de la variété, ils créent de l'intérêt. Mais si par hasard, vous ne savez pas exactement comment les utiliser, vous avez besoin de savoir un peu comment les régler, j'ai fait une vidéo sur le sujet où vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur ces différents angles de caméra. A plus. J'ai accroché à la fin et j'ai été trop long.